À la remise des diplômes de mon fils, le directeur a dit « Il a à peine réussi, les enfants de familles brisées ne réussissent généralement pas. » Les parents ont ri. Mon ex a ajouté « Il est comme sa mère, une déception. » Puis ma fille de 8 ans est montée au micro et a dit « J'ai quelque chose à montrer à tout le monde sur papa. » L'auditorium est devenu silencieux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand le proviseur a saisi ce micro lors de la remise des diplômes de mon fils et a prononcé ces mots sur les foyers brisés, j'ai cru que j'avais touché le fond. Mais lorsque mon ex-mari a ajouté sa pique cruelle et que ma fille de 8 ans s'est soudainement dirigée vers la scène, j'ai compris que cette journée allait devenir quelque chose que nous n'oublierions jamais. Je m'appelle Brenna Mitchell, et si on m'avait dit ce matin-là, au milieu de ma fatigue, que ma fille de 8 ans finirait par donner une leçon de dignité à toute une salle d'adultes, j'aurais ri. Vous voyez, je suis l'une de ces statistiques dont les gens chuchotent lors des réunions de parents d'élèves. La mère célibataire avec des cernes sous les yeux, qui porte en boucle les 3 mêmes tenues et qui est toujours en retard de 5 minutes parce que sa voiture a encore eu besoin d'être redémarrée avec des câbles. Ce jour de remise des diplômes en mai a commencé comme toutes les autres grandes occasions depuis mon divorce. Moi, essayant de rendre tout parfait avec presque rien. J'avais mis mon réveil à 4 heures du matin pour me mettre des bigoudis chauffants, car mon fer à friser était tombé en panne le mois dernier. J'avais épinglé l'ourlet de ma robe là où il s'était accroché à la portière de la voiture. Je m'étais fait mon petit discours d'encouragement dans le miroir de la salle de bain, le même que je me faisais depuis 3 ans. Tu es assez, Brenna. Tu es assez. Mon fils Colton recevait son diplôme, 18 ans, un M80, mais toujours le même gamin qui pleurait parce que les lettres sur la page ne cessaient de danser. Dyslexie, avait dit le médecin. Juste un défi de plus à ajouter à notre collection. Mais il était là, sur le point de traverser cette scène en toge et mortier, une tenue que j'avais payée en prenant des heures supplémentaires, à nettoyer des immeubles de bureaux jusqu'à avoir les mains à vif. Et puis il y avait Piper, 8 ans, avec l'attitude de quelqu'un qui avait déjà compris comment le monde fonctionnait et qui avait décidé que ça ne l'impressionnait pas. Elle avait insisté pour porter sa robe rose préférée, celle avec la jupe en tulle qui lui donnait l'impression d'être une princesse guerrière. Ses baskets lumineuses clignotaient en rouge et bleu à chaque pas. Elle documentait notre vie sur cette tablette que j'avais mis 6 mois à économiser pour l'y acheter, pensant qu'elle jouait à des jeux. Je n'avais aucune idée qu'elle était devenue l'historienne non officielle de notre famille. Mon ex-mari, Garrett, était assis 3 rangs devant nous. Sa nouvelle femme, Nan, à côté de lui, ses mèches fraîchement faites au salon captant les lumières de l'auditorium. Il m'avait envoyé un texto ce matin-là, « Essaie de ne pas te ridiculiser aujourd'hui. » 3 ans qu'il était parti, et il savait toujours exactement sur quel bouton appuyer. Le proviseur Wendell se tenait au pupitre comme si l'endroit lui appartenait, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. 55 ans, un costume gris qui avait connu de meilleures décennies et des opinions qui auraient dû rester au siècle dernier. Il était proviseur au lycée Riverside depuis 20 ans, observant des familles comme la mienne lutter dans son système, nous triant en catégories, susceptibles de réussir, susceptibles d'échouer, susceptibles de devenir une autre statistique. L'auditorium était bondé. 500 personnes, facilement. D'autres parents avec leurs appareils photo professionnels et leurs sourires fiers. Des grands-parents venus d'autres États, des familles unies prenant des photos de familles unies. Et puis il y avait nous. Moi, Piper et ma mère, qui avait conduit 2 heures avec sa hanche douloureuse juste pour être là. Maman, pourquoi papa a de meilleures places ? Avait demandé Piper quand nous étions entrés, sa voix portant comme seule celle d'un enfant peut le faire. Différent ne veut pas dire meilleur, ma chérie, lui avais-je répondu, même si nous savions toutes les deux que ce n'était pas vraiment vrai. Ses places étaient meilleures. Sa voiture était meilleure. Toute sa nouvelle vie était meilleure, du moins de là où nous étions assises. Le programme de la cérémonie semblait lourd dans mes mains. Colton James Mitchell, imprimé dans la même police que le nom de tous les autres. Mais je connaissais l'histoire derrière ces lettres. Les nuits où il avait jeté ses manuels scolaires à travers la pièce. Les tuteurs que nous ne pouvions pas nous permettre mais que nous avions réussi à payer d'une manière ou d'une autre. Le moment où il avait enfin lu une page entière sans buter sur les mots, et où nous avions tous les deux pleuré au milieu de la bibliothèque municipale. « Mesdames et messieurs », crépitèrent les haut-parleurs, « veuillez prendre place. Nous allons commencer à célébrer la promotion de 2024. » Mon cœur battait déjà la chamade, et je n'avais aucune idée qu'il était sur le point de voler en 1000 éclats avant d'être reconstruit par une fillette de 8 ans qui, apparemment, se préparait au combat pendant que je pensais qu'elle regardait des vidéos sur YouTube.
ceci est l'histoire de la façon dont ma fille est devenue l'héroïne de notre famille. Comment elle s'est levée quand tout le monde s'attendait à ce que nous restions assis. Comment elle a transformé notre pire humiliation publique en notre plus grand triomphe. Et comment, parfois, la plus petite voix dans la pièce est la seule qui vaille la peine d'être écoutée. J'étais assise dans cet auditorium bondé, portant ma plus belle robe, la bleue que j'avais achetée dans une friperie spécialement pour ce jour. L'étiquette indiquait 12$, mais la dame à la caisse, me reconnaissant de mes services du week-end au restaurant, l'avait discrètement baissé à 8. De petites gentillesses comme celle-ci nous maintenaient à flot. Mes mains tremblaient en serrant le petit bouquet de fleurs du supermarché que j'avais réussi à m'offrir. 6$ pour des œillets qui commençaient déjà à faner, mais Colton méritait des fleurs pour sa remise de diplôme. Autour de moi, d'autres parents discutaient avec enthousiasme, leurs sacs de créateurs et leurs manucures fraîches me rendant cruellement consciente de mon vernis à ongles écaillés. Je les avais pas moi-même la nuit dernière à 2h du matin, juste après avoir terminé mon service dans l'immeuble de bureau que je nettoyais. Rose poudré, disait le flacon. Ça ressemblait plus à un rose fatigué sous ses lumières. Garrett était assis 3 rangs devant avec sa nouvelle femme Nan, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière à chaque mouvement. Elle n'arrêtait pas de lui toucher le bras, marquant son territoire comme si elle avait gagné un prix. Je suppose que dans son esprit, c'était le cas, un agent immobilier prospère avec une Mercedes et une maison dans les beaux quartiers de Riverside. Elle ne le connaissait pas quand il avait 22 ans et était terrifiée à l'idée de devenir père. Quand il me tenait la main pendant les crises d'asthme de Colton, quand il avait promis que nous surmonterions tout ensemble. « Maman, pourquoi papa est assis là-bas » chuchota Piper, sa petite main trouvant la mienne. Ses doigts étaient collants à cause de la sucette que je lui avais donnée pour qu'elle reste tranquille pendant la cérémonie. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous sommes ici pour Colton, tu te souviens ? Mais nous sommes sa famille aussi, dit-elle plus fort que je ne l'aurais souhaité. On devrait tous être assis ensemble. » Une femme devant nous se retourna avec ce regard. Vous savez, celui-là. Mi-pitié, mi-soulagement que sa vie ne soit pas aussi désordonnée que la mienne. Je m'étais habitué à ce regard lors des événements scolaires, des matchs de football, des réunions parents-professeurs. Le regard qui disait « Heureusement que ce n'est pas moi ». Le problème quand on est la mère divorcée, c'est que chaque événement scolaire devient un champ de mine. On navigue autour des familles parfaites, on esquive les regards apitoyés et on prétend que son cœur ne se brise pas un peu quand ses enfants demandent pourquoi papa vit ailleurs maintenant. On apprend à se faire toute petite, à prendre moins de place, à s'excuser d'exister dans un monde conçu pour les alliances assorties et les comptes bancaires joints. Ma mère était assise de l'autre côté, sa main rugueuse tapotant mon genou. Elle avait conduit 2 heures ce matin avec sa hanche douloureuse, s'arrêtant 2 fois pour s'étirer parce que les analgésiques ne faisaient plus autant effet qu'avant. « Respire, Brenna » murmura-t-elle. « Juste, respire. » Colton avait travaillé si dur pour ce moment. Mon Dieu, les heures que nous avions passées à cette table de cuisine. Moi, épuisé par mon service du midi au restaurant. Lui, frustré par des mots qui ne voulaient pas rester immobiles sur la page. Les sessions de tutorat que nous ne pouvions pas vraiment nous permettre mais que nous avions réussi à payer en vendant la porcelaine de ma grand-mère, pièce par pièce, sur Facebook Marketplace. Les nuits tardives où je l'interrogeais sur des mots de vocabulaire tout en pliant le linge de ma voisine pour un peu d'argent supplémentaire. Les larmes quand il pensait qu'il n'était pas assez intelligent, quand il disait « Peut-être que papa a raison. Peut-être que je suis juste stupide. » Il n'est pas stupide, avait déclaré Piper une de ces nuits, entrant dans la chambre de Colton en pyjama. Son cerveau fonctionne juste différemment. C'est comme moi, je ne sais pas siffler, mais je sais faire la roue. Tout le monde est bon à quelque chose. L'auditorium bourdonnait d'anticipation. Des grands-parents avec des iPads prêts à enregistrer. Des mères retouchant leur rouge à lèvres, des pères vérifiant des emails professionnels qu'ils ne pouvaient pas laisser de côté, même pour 2 heures. La scène était décorée de banderoles bleues et or, les couleurs du lycée Riverside, et d'une bannière proclamant « L'avenir commence aujourd'hui », en lettres scintillantes qu'un parent bénévole avait probablement passé des heures à perfectionner. Je regardais les autres familles s'installer. Les Johnson, dont le fils Blake avait été accepté à Harvard. Il s'était assuré que tout le monde le sache, apportant des sweatshirts Harvard pour toute la famille. Les Peña, dont la fille Maria était major de promotion, son discours soigneusement rangé dans le sac à main de sa mère. Et puis nous, les Mitchell, ou ce qu'il en restait, la famille brisée avec le gamin en difficulté qui avait à peine réussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes du lycée Riverside.
la voix du proviseur Wendell retentit dans les haut-parleurs. Il se tenait au pupitre comme un général inspectant ses troupes, son costume gris flottant sur sa silhouette, sa cravate rouge légèrement de travers. Je serrai la main de Piper et me forçai à sourire. C'était le jour de Colton. Quoi qu'il arrive ensuite, nous avions gagné le droit d'être ici. Nous nous étions battus pour ce moment avec tout ce que nous avions. Tout a commencé normalement. Les noms étaient appelés par ordre alphabétique. Les jeunes traversaient la scène. Les familles applaudissaient. Les Anderson, les Brennan, les Castellano. Chaque diplômé avait ses 30 secondes de gloire. Une poignée de main, un diplôme, une photo. Je les regardais traverser cette scène d'un pas assuré. Leur famille explosant en acclamations coordonnées. Certains avaient des cornes de brume, ce que le proviseur Wendell faisait semblant de désapprouver, mais qu'il semblait secrètement apprécier. Jennifer Morris, aplaté-il, et Jennifer flotta littéralement sur la scène, ses parents se levant de leur siège comme des fusées. Son père siffla assez fort pour percer les tympans. Normal, magnifique, tout ce qu'une remise de diplôme devrait être. Mes paumes étaient moites. Colton allait bientôt passer. Mitchell venait juste après Morrison. Je pouvais le voir dans la file des diplômés, ajustant sa coiffe pour la 10e fois, cette manie nerveuse qu'il avait depuis tout petit. Il n'arrêtait pas de toucher sa gorge, vérifiant probablement que sa cravate était toujours droite. Je la lui avais nouée ce matin, mes doigts se souvenant comment faire, même si Garrett était parti depuis 3 ans. Colton James Mitchell, annonça M. Wendell. Mon cœur se gonfla. Piper sauta sur son siège pour mieux voir. Ma mère me prit la main. C'était ça, notre moment. Mais ensuite, M. Wendell ne se contenta pas de lui remettre le diplôme comme il l'avait fait avec les autres. Il garda le micro. Il retint le diplôme de Colton, forçant mon fils à rester là, exposé sous ces lumières vives. Vous savez, mesdames et messieurs, ce jeune homme ici est ce que j'appelle un diplômé surprise. Mon estomac se noua comme si j'avais manqué une marche en descendant les escaliers. L'auditorium devint plus silencieux. Les parents, qui vérifiaient leur téléphone, levèrent les yeux. Colton ici a à peine réussi avec la moyenne minimale, a dû suivre des cours d'été 2 fois, a nécessité des aménagements spéciaux pour chaque examen. Il a dit « aménagements spéciaux », comme si c'était quelque chose de honteux, de sale. Mais que peut-on attendre? Il fit une pause, et je jure qu'il m'a regardé directement. Pas Garrett dans son costume cher, mais moi dans ma robe de friperie avec mes œillets fanés. Les enfants de foyer brisés ne vont généralement pas aussi loin. Des mères célibataires qui font de leur mieux. Mais, eh bien, les statistiques ne mentent pas. 70% plus de risque de décrocher, 2 fois plus de risque de redoubler. Les chances étaient contre le jeune Colton ici depuis le début. Quelques rires gênés parcoururent la foule. Quelqu'un toussa. Je sentis les regards se tourner vers nous. Des centaines d'yeux trouvant la mère divorcée dans la robe bon marché. Mon visage brûlait si fort que j'ai cru que ma peau allait prendre feu. Colton était figé sur scène, les joues rouges, les mains tremblantes alors qu'il tendait la main pour son diplôme. Ce n'est pas juste, dit Piper assez fort pour que les gens autour de nous entendent. Sa petite voix trancha le malaise comme une lame. Mais M. Wendell n'avait pas fini. Il savourait ce moment. J'ai réalisé qu'il appréciait ce petit instant de pouvoir, de nous remettre à notre place. Ce garçon avait toutes les excuses pour échouer. Parents divorcés, difficultés financières, troubles d'apprentissage. C'est en fait remarquable qu'il y soit parvenu. Parfois, ces enfants nous surprennent juste en se présentant. C'est alors que Garrett se leva. Mon ex-mari, l'homme qui avait pleuré au premier match de baseball de Colton, se leva dans son costume à $1000. Eh bien, monsieur Wendell, vous n'avez pas tort. Sa voix porta à travers l'auditorium. Les gens se tournèrent pour le regarder maintenant. Ce garçon est comme sa mère. Une déception, à peine capable de garder la tête hors de l'eau. Au moins, il a eu son diplôme, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais quand je signais ses chèques de pension alimentaire. L'auditorium retint son souffle collectivement. La grand-mère de quelqu'un dit « Oh, mon Dieu !» assez fort pour que tout le monde entende. N'en tira sur la manche de Garrett. Son visage disait d'arrêter, mais il l'ignora, semblant apprécier l'attention, la chance de se distancier publiquement de sa première famille ratée. « Papa, s'il te plaît. » La voix de Colton se brisa dans le micro qu'il avait arraché au proviseur. La douleur dans ces 2 mots cassa quelque chose en moi. Quoi? Je paie une pension alimentaire pourquoi? Un étudiant avec une moyenne de C?
Ta mère n'a même pas été capable de maintenir un mariage, encore moins d'élever des enfants qui réussissent. Regarde-les, luttant pour tout, portant des vêtements de friperie à une remise de diplôme. Les larmes me piquèrent les yeux, chaudes et honteuses. Les parents chuchotaient. Les téléphones sortaient. Je pouvais voir les écrans s'allumer alors que les gens commençaient à enregistrer. C'était censé être le jour de Colton, son triomphe sur la dyslexie, sur le divorce, sur tout ce qui avait essayé de le briser. Au lieu de cela, cela se transformait en une exécution publique de notre petite famille. Ma mère commença à se lever, la fureur dans ses yeux de 70 ans, mais je la tirai vers le bas. Faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Nous devions endurer cela. Nous devions y survivre comme nous avions survécu à tout le reste. Colton se tenait sur cette scène, diplôme en main, des larmes coulant sur son visage. Et je ne m'étais jamais senti aussi nul en tant que mère qu'à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai senti la main de Piper quitter la mienne. L'absence de ses doigts collants fut soudaine et alarmante, comme quand on réalise que son portefeuille n'est plus dans sa poche. Je me suis retourné pour l'attraper, mais elle était déjà en mouvement, se faufilant devant les genoux de ma mère, son petit corps déterminé et inarrêtable. « Piper, non, ma chérie, reviens », ai-je chuchoté de toute urgence. Mais elle était déjà dans l'allée, sa robe en tulle rose bruissant à chaque pas, ses baskets lumineuses clignotant en rouge et bleu, comme de minuscules véhicules d'urgence se précipitant vers une crise. Elle ne courait pas, cependant. Elle marchait d'un pas délibéré, celui de quelqu'un qui avait planifié ce moment, bien que je ne puisse pas comprendre comment c'était possible. La foule s'écarta instinctivement pour elle. Cette fillette de 8 ans, à peine un M20, marchant vers cette scène comme si tout l'auditorium lui appartenait. Les gens retiraient leurs jambes pour la laisser passer. Quelques téléphones se tournèrent vers elle, enregistrant déjà ce qui allait se passer. Elle monta les escaliers de la scène un par un, sa petite main agrippant la rampe. La robe rose la faisait paraître encore plus petite sur cette vaste scène noire. Mais quelque chose dans sa posture, la façon dont elle tenait ses épaules, la faisait paraître plus grande que nature. Monsieur Wendell recula, confus. Garrett s'était rassis, mais je pouvais le voir commencer à se relever, incertain de ce que sa plus jeune enfant faisait. « Excusez-moi. » Sa voix résonna, claire et forte, alors qu'elle prenait le micro des mains de son frère stupéfait. Elle dut se mettre sur la pointe des pieds pour l'atteindre correctement. « Je suis Piper Mitchell et j'ai quelque chose à montrer à tout le monde à propos de mon père. » L'auditorium devint silencieux. 500 personnes retenant leur souffle en même temps. Même les bébés cessèrent de s'agiter, comme s'ils savaient que quelque chose d'important se passait. Elle sortit sa tablette de son petit sac à dos, celui avec les licornes qu'elle avait insisté pour apporter. J'avais pensé qu'elle la voulait pour jouer à des jeux pendant les parties ennuyeuses de la cérémonie. Elle avait été si silencieuse ces derniers temps, toujours sur cette tablette, et j'avais supposé qu'elle regardait ces vidéos de bricolage qu'elle aimait ou qu'elle jouait à Minecraft. J'avais été trop épuisé pour vérifier, trop submergé par le travail, les factures et le simple fait de nous maintenir en vie pour prêter attention à ce que ma fille de 8 ans faisait en ligne. Monsieur Wendell a dit que les foyers brisés font des enfants brisés, dit-elle, sa voix stable d'une manière que la mienne n'aurait jamais pu l'être. Mon papa a dit que maman est une déception. Elle sortit un câble de son sac à dos, celui que je lui avais acheté pour ses présentations scolaires. Avec une efficacité surprenante, elle connecta la tablette au système de projection. Le professeur de technologie, Monsieur Barnes, s'avança même pour l'aider, tenant la tablette pendant qu'elle branchait le câble. L'écran de projection s'anima. « Mais j'ai conservé des archives », annonça-t-elle. Mon cœur s'arrêta. « Quelles archives ? Qu'est-ce que ma petite fille avait bien pu faire ? Voici l'Instagram de mon papa », annonça-t-elle alors que le profil de Garrett apparaissait sur l'immense écran. Son visage souriant, ses dents parfaites, sa vie parfaite s'étalant sur l'écran de 12 mètres pour que tout le monde puisse voir. Vous voyez cette photo ? C'est lui à Hawaï le mois dernier. Il l'a publiée le 15 mars. Il avait dit en février qu'il ne pouvait pas payer les cours de préparation au SAT de Colton. La photo montrait Garrett et Nan sur une plage, tenant des boissons tropicales, le coucher de soleil parfait derrière eux. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». Parfois, il faut prioriser son bonheur. Béni de nos nouveaux départs. Ça en valait la peine. Garrett bondit. « Piper, ma chérie, ça suffit. » « Je n'ai pas fini, » l'interrompit-elle, sa voix de 8 ans portant l'autorité d'un juge. « Assieds-toi, papa. » Et il le fit. Garrett Mitchell, l'homme qui m'avait intimidé pendant des années, qui m'avait fait me sentir petite et sans valeur,
s'assit parce qu'une fillette de 8 ans le lui avait ordonné. Ça, c'est de son Facebook, continua-t-elle en balayant vers une nouvelle image. Il a acheté un nouveau bateau il y a 2 semaines, 28 000 $. Colton avait besoin de lunettes depuis 2 ans avant que maman puisse économiser assez d'argent. Elles coûtaient 300 $. Le bateau brillait sur l'écran, blanc et immaculé. Garrett se tenait à côté, les bras croisés. Fier. Le concessionnaire l'avait identifié sur la photo. Félicitations à notre nouveau membre de la famille de la marina de Riverside. Elle balaya à nouveau. Ceci est une capture d'écran du Venmo de papa. Il a payé ses cotisations au club de golf, 2000 $. La même semaine où il a dit qu'il ne pouvait pas aider pour mes fournitures scolaires. Ma mère me serra la main. Savais-tu qu'elle faisait ça, chuchota-t-elle. Je secouai la tête, incapable de parler. Ma fille de 8 ans avait monté un dossier comme un petit procureur, rassemblant des preuves pendant que j'étais trop fatigué pour le remarquer. Elle nous avait protégés de la seule manière qu'elle connaissait, avec des captures d'écran, des horodatages et le genre de fureur qui ne vient que lorsqu'on voit sa mère pleurer en pensant qu'on dort. J'en ai d'autres, dit Piper à l'auditorium silencieux. Beaucoup d'autres. L'écran passa à une vidéo. L'image était tremblante, clairement filmée par la main d'un enfant tenant la tablette tout en essayant de rester caché. L'horodatage indiquait 23h47, il y a 3 semaines. On voyait la table de cuisine de notre petit appartement, couverte de papier, les factures étalées comme une carte de nos difficultés. Et j'étais là, toujours dans mon uniforme de serveuse du restaurant, les taches de café visibles sur mon tablier. C'est ma maman, narra Piper en direct pendant que la vidéo tournait. Chaque soir, après son premier travail, elle rentre à la maison, aide Colton à étudier, puis va à son deuxième travail pour nettoyer des bureaux. Elle dort 4 heures par nuit. Dans la vidéo, j'étais au téléphone, ma voix fatiguée mais ferme. Oui, je comprends que l'électricité sera coupée si je ne paie pas avant demain. Je suis payé vendredi. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner juste 2 jours de plus ? La vidéo me montrait en train de raccrocher, de mettre ma tête dans mes mains pendant exactement 3 secondes, puis de me lever et de prendre mon matériel de nettoyage pour mon service de nuit. La vidéo changea. Nouvel horodatage. Il y a 2 mois, 15 heures, à la bibliothèque municipale. On voyait Colton assis avec un groupe de jeunes enfants, tous rassemblés autour de lui dans le coin lecture. C'est mon frère, continua Piper. Il fait du bénévolat pour apprendre à lire aux petits-enfants parce qu'il se souvient à quel point c'était difficile pour lui. Il y va tous les mardis et jeudis. Il n'est pas payé. Il le fait parce qu'il dit que personne ne devrait se sentir stupide d'apprendre différemment. La vidéo montrait un petit garçon, peut-être de 6 ans, déchiffrant lentement les mots tandis que Colton l'encourageait. C'est parfait, Marcus. Tu vois, tu n'es pas bête. Ton cerveau a juste besoin d'un chemin différent pour y arriver, comme prendre une autre route pour aller au même endroit. Une autre vidéo. L'horodatage me serre à l'estomac. Le mois dernier, 2h15 du matin. C'était filmé depuis la banquette arrière de notre voiture. J'étais au volant, et je pleurais. Je me souvenais de cette nuit. Garrett avait manqué un autre paiement de pension alimentaire, et je venais d'apprendre que le loyer allait augmenter. C'est ma maman qui pleure parce qu'elle a dû choisir entre payer le loyer ou acheter la toge et le mortier de Colton pour la remise des diplômes. La voix de Piper resta stable, mais je pouvais entendre les larmes menacées. Elle a choisi la toge et le mortier. On a mangé des nouilles instantanées pendant 2 semaines. Elle nous a dit que c'était parce qu'elle adorait ça. Elle n'aime pas les nouilles instantanées. L'auditorium était si silencieux qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. La mère de quelqu'un pleurait ouvertement. J'ai vu son mari passer son bras autour d'elle. Monsieur Wendell, Piper se tourna vers le proviseur qui semblait vouloir disparaître dans le sol. Vous avez dit que les statistiques ne mentent pas. Voici mes statistiques. Une diapositive PowerPoint apparut. Le titre, écrit dans une police de couleur crayon violet, disait « Les vraies statistiques de la famille Mitchell » par Piper Mitchell, 8 ans. Maman travaille 74 heures par semaine, lut-elle sur sa diapositive. Elle a manqué 0 réunion parent-professeur. Elle nous a lu 2847 histoires avant de dormir. J'ai compté. Elle a fait 5475 sandwichs au beurre de cacahuètes. Ça, c'est juste pour les déjeuners à l'école, sans compter les sandwichs du week-end. Elle cliqua sur la diapositive suivante. On voyait un calendrier, chaque jour marqué de petites notes de son écriture d'enfant. Elle nous a fait 14 600 câlins quand on pleurait.
Elle est restée éveillée 247 nuits quand on était malade. Elle a marché 1836 km pour aller au travail quand la voiture était en panne parce qu'elle avait donné son dernier argent pour payer les frais de scolarité de Colton. Papa est venu à 12 événements en 3 ans. Elle cliqua à nouveau. Une photo de la lettre d'acceptation de Colton à l'université d'État apparut, avec sa lettre de bourse à côté. Mon frère a été accepté à l'université avec une moyenne de 3,2, tout en luttant contre la dyslexie, en travaillant à temps partiel à l'épicerie et en aidant à m'élever. Il a écrit sa rédaction sur le thème de surmonter les défis. Le comité des bourses a dit que c'était la meilleure rédaction qu'ils aient lue en 10 ans. Ce n'est pas à peine réussir, monsieur Wendell. C'est extraordinaire. La foule commença à murmurer, puis quelqu'un se mit à applaudir. Ça a commencé au fond, une personne, puis deux, puis ça s'est propagé comme une traînée de poudre jusqu'à ce que tout l'auditorium éclate en applaudissements. Les gens se levaient, sifflaient, acclamaient. J'ai vu Madame Chen, dont le fils avait obtenu son diplôme l'année dernière, essuyer les larmes de son visage. Monsieur Barnes, le professeur de technologie, filmait tout sur son téléphone, hochant la tête avec approbation. Une dernière chose, dit Piper, et tout le monde se tut immédiatement. Elle regarda directement Garrett, qui s'était ratatiné sur son siège, n'en essayant de se cacher derrière son programme. Papa, tu as dit que nous étions des déceptions, mais c'est toi qui es parti. C'est toi qui as choisi l'argent plutôt que les souvenirs. C'est toi qui as oublié que l'amour ne s'achète pas. C'est être présent. Sa voix se brisa pour la première fois. Nous ne sommes pas brisés. C'est toi qui t'es brisé quand tu nous as quittés. Elle se tourna vers le public. Ma maman dit que la famille, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'être là. Et elle est toujours là. Même quand elle est fatiguée, même quand elle a peur, même quand il ne lui reste que 4 $ sur son compte en banque, elle est là. Tout l'auditorium était debout maintenant. 500 personnes applaudissant une fillette de 8 ans qui venait de démolir tous les stéréotypes sur les foyers brisés avec une tablette et la vérité. Colton souleva Piper dans ses bras pour une étreinte, là, sur scène. Tous les deux en larmes. Je courus les rejoindre, me moquant des larmes qui coulaient sur mon visage ou des centaines d'yeux qui nous regardaient. Ma mère était juste derrière moi, se déplaçant plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Sa hanche douloureuse oubliée dans l'instant. Nous nous sommes heurtés dans une étreinte de groupe qui a failli nous faire tomber. Piper, écrasé au milieu, sa tablette toujours serrée dans ses petites mains. Comment as-tu fait tout ça? Ai-je chuchoté à Piper, tenant son visage dans mes mains. Madame Rodriguez, la voisine, m'a aidé avec l'informatique, admit-elle, le nez rouge d'avoir pleuré. Mais je rassemble des preuves depuis des mois. Je savais que quelqu'un finirait par dire quelque chose de méchant sur nous. Je voulais être prête. Madame Rodriguez dit que la documentation l'emporte toujours sur la conversation. Monsieur Wendell se tenait maladroitement sur le côté, le visage de la couleur d'une tomate mûre. La présidente du conseil scolaire, Madame Patterson, se dirigeait déjà vers la scène, son expression foudroyante. Garrett avait quitté l'auditorium, non sur ses talons au claquant rapidement sur le sol alors qu'il fuyait la scène de leur humiliation. La cérémonie se poursuivit, mais quelque chose avait changé. L'air était différent, chargé d'une nouvelle énergie. Des parents n'arrêtaient pas de nous aborder après, partageant leurs propres histoires de lutte et de triomphe. Une femme nommée Jennifer me glissa une carte de visite dans la main. « Je dirige un centre de tutorat », dit-elle. « Si jamais vous avez besoin d'aide pour l'éducation de Piper, appelez-moi. Gratuitement. Cette petite fille ira loin. » Des mères célibataires m'ont serré dans leurs bras comme si nous étions de vieilles amies. Des pères ont serré la main de Colton avec un respect sincère, lui parlant de leurs propres difficultés d'apprentissage. Un homme, un avocat en costume cher, a admis qu'il était aussi dyslexique. « J'enregistre tout maintenant », a-t-il dit à Colton. « Ne laisse personne te dire que c'est une faiblesse. Ça signifie juste que ton cerveau voit des schémas que les autres ne voient pas. » Une semaine plus tard, Monsieur Wendell démissionna. Le conseil scolaire avait reçu des centaines de plaintes concernant ses commentaires. La vidéo, que M. Barnes avait postée avec notre permission, devint virale. 3 millions de vues en 5 jours. La section des commentaires était remplie d'histoires d'autres parents célibataires, d'autres familles en difficulté, d'autres enfants à qui on avait dit qu'ils étaient des statistiques. La pension alimentaire de Garrett fut augmentée après que la vidéo eut fait son chemin jusqu'au tribunal des affaires familiales. La juge, une femme qui avait élevé seule 3 enfants après la mort de son mari, n'a pas été amusée par les vacances à Hawaï ou le bateau.
Elle a spécifiquement fait référence à la présentation PowerPoint de Piper dans sa décision. Garrett paie maintenant à temps, à chaque fois, par saisie sur salaire. Il a également dû payer les arriérés, ce qui a couvert les livres et les fournitures du premier semestre de Colton. Mais le vrai changement était en nous. Colton marchait plus droit après ce jour. Il a commencé à donner des cours particuliers à d'autres enfants ayant des troubles d'apprentissage, facturant assez pour l'aider avec ses frais universitaires, mais en gardant des tarifs abordables pour des familles comme la nôtre. Il est maintenant en 2e année, sur la liste du doyen les 2 semestres, avec une spécialisation en éducation spécialisée. Il veut être le professeur dont il avait besoin quand il était en difficulté. Piper a rejoint l'équipe de débat, le plus jeune membre de l'histoire de l'école. Son professeur dit qu'elle a un don pour l'argumentation et la présentation de preuves. Elle a 11 ans maintenant et oui, elle collecte toujours des preuves, mais maintenant elle les utilise pour défendre d'autres enfants qui ont besoin d'une voix. Le mois dernier, elle a aidé un camarade de classe à documenter des incidents de harcèlement si minutieusement que l'école a dû réviser entièrement sa politique anti-harcèlement. Et moi, j'ai appris que parfois, la plus jeune voix dans la pièce porte le plus de vérité. Que les statistiques ne peuvent pas mesurer l'amour, la détermination ou la loyauté féroce d'une fillette de 8 ans qui conserve des preuves. Je suis retourné à l'école moi-même, inspiré par le courage de mes enfants. J'étudie pour devenir parajuriste, utilisant la même détermination qui nous a fait traverser ces semaines de nouilles instantanées. Madame Rodriguez garde Piper quand je suis en cours, refusant tout paiement sauf ma promesse d'aider d'autres mères célibataires quand j'aurai mon diplôme. Notre foyer n'est pas brisé. Il est différent. Il est construit sur la lutte et le sacrifice, cimenté par un amour inconditionnel et apparemment protégé par une petite guerrière en basket lumineuse qui a compris quelque chose que les adultes avaient oublié. La famille, ce n'est pas qui reste ensemble. C'est qui est présent, qui se bat pour les autres et qui refuse de laisser quiconque éteindre sa lumière. Chaque saison de remise des diplômes, quand je vois des publications sur les réseaux sociaux à propos des foyers brisés, je me souviens de ce jour. Le jour où ma fille de 8 ans a appris à tout un auditorium que « briser » n'est qu'un autre mot pour « reconstruit plus fort ». Le jour où elle a montré à tout le monde que la déception n'est que l'opinion de quelqu'un d'autre et que nous n'avons pas à la porter. Le jour où Piper Mitchell est devenue l'historienne et la défenseur de notre famille et a prouvé que la plus petite personne peut projeter la plus grande ombre quand elle se tient dans sa vérité. Parfois, les plus grands cadeaux viennent dans les plus petits paquets, portant des robes en tulle rose et des baskets lumineuses, armés de rien d'autre qu'une tablette et la croyance inébranlable que l'amour est plus fort que la honte. Si cette histoire a touché votre cœur, si on vous a déjà qualifié de statistique ou fait sentir inférieur parce que votre famille est différente, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est assez, que son amour est assez, que sa famille est assez. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre propre histoire de triomphe sur les attentes des autres. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent à tous que l'esprit humain est incassable lorsqu'il est enveloppé d'amour. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une statistique. Vous êtes une histoire à succès qui est encore en train de s'écrire.